Bon, ça va pas du tout, hein, ça commence mal. Il manque 7 points quand même. Hein. Moi, on m'avait assuré que c'était électronique, qu'on pouvait tout organiser. Ça va pas du tout. Il va falloir remettre de l'ordre dans tout ça. J'avais dit moins de 110%, ça marche pas. Voilà. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci. Un grand merci du fond du cœur. Merci de votre confiance. Et merci d'être présent. Merci d'être présent ce matin, puisque on sait la vie publique, c'est pas facile. Je vois tous mes amis élus des Hauts-de-Seine et d'ailleurs ici dans cette salle. Et on sait que la vie publique, c'est compliqué. On y perd parfois sa santé. C'est une contrainte quotidienne, le week-end, le soir. Et tous ceux qui sont ici le savent. C'est un choix, comme vient de le dire Jean-Louis à l'instant, c'est le choix de s'engager, parce qu'il y a 2 catégories de gens. Il y a ceux qui regardent, et puis il y a ceux qui s'engagent. Alors ceux qui regardent, ils attendent. Ils ouvrent la télé, ils ouvrent la radio, ils essaient de se tenir au courant. Puis il y a ceux qui s'engagent. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. On imagine qu'on peut changer les choses. C'est ça la différence. Ça aussi, tu le disais il y a 10 ans, Jean-Louis. Il y a les conservateurs, ceux qui ont peur, ceux qui ont froid, qui ferment les frontières, qui se recroquevillent sur eux-mêmes. Puis il y a ceux qui pensent qu'il y a quelque chose à faire si on veut que ça bouge socialement, si on veut que la vie soit meilleure. Et vous êtes là parce que vous pensez qu'on peut bouger les choses. Merci à vous d'avoir pris sur votre temps ce matin. Merci Jean-Louis. Merci Jean-Louis. Merci 1000 fois. Tu as vu que le bonheur de chacun en te voyant avec nous aujourd'hui. Parce que l'UDI, c'est toi. L'UDI, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Et certes, nous sommes tous porteurs de cette histoire qui a commencé avec Valéry Giscard d'Estaing. Toutes ces idées novatrices sur l'Europe qui sont toujours d'actualité. Ces idées pour la femme, pour la défense des droits de l'homme, pour les jeunes. Ces idées-là, nous en sommes tous porteurs. Nous avons un petit morceau de cette croix-là, si je puis dire, qui a été organisé, qui s'est affirmé depuis tant d'années et qui a donné naissance à l'UDF, puis au nouveau centre, au centre, à l'UDI, etc., etc. C'est la même idée, c'est la même histoire, c'est la même culture, ce sont les mêmes valeurs. Mais il n'y a qu'un président de l'UDI, c'est toi. Moi, je ne suis que le successeur, le délégué après toi, et puis les idées, évidemment, tu l'as rappelé, de notre chère Simone Veil, qui fait partie intégrante, là aussi, de notre histoire qu'elle avait vécue dans sa chair, et qui avait été marquée par l'histoire du continent européen, et qui avait su nous transmettre, qui avait su nous insuffler ces idées. Donc merci à toi d'être ici à nos côtés, et tant mieux si tu es en forme, parce que nous avons besoin de toi. Voilà. Merci aussi à la ville de Boulogne, à mon ami Baguet, qui a bien voulu mettre à disposition cette salle pour que nous puissions nous réunir ce matin. Merci à nos amis Armel et Pascal qui ont ouvert cette réunion en nous accueillant. Merci à l'équipe de l'UDI, la petite équipe de l'UDI derrière Eric, avec Franz, Alexandre, Jean-François, Kaina, Carmen, qui sont mobilisés et qui ont travaillé pour que nous puissions nous réunir dans de bonnes conditions. Merci. Vous pouvez les applaudir, oui. Merci à mon ami Pascal Brindeau, qui vient de prendre la parole, président de la CNAT, et qui a suivi les opérations électorales. Il a joué un grand rôle parmi nous, il va continuer, je l'espère, à le faire. Et il a suivi ces opérations, parce qu'il y a quand même eu des opérations électorales. Et je veux saluer mon compétiteur d'un premier temps, Fabrice Albert, qui doit être ici quelque part. Merci Fabrice, qui a été candidat. Il n'a pas réuni les parrainages, mais il a fait entendre sa voix, et j'en tiendrai compte, évidemment, nous en tiendrons compte dans l'organisation que nous allons mettre en place. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci Bertrand d'être présent. Le groupe Lyotte, c'est là où sont les députés UDI.
aujourd'hui. Alors, le groupe Lyot, tout le monde ne connaissait pas, mais depuis que le président de la République en a parlé, tout le monde se dit « mais c'est quoi le groupe Lyot ?» Et tout le monde va à l'Assemblée en cherchant, en disant « c'est quoi le groupe Lyot ? Connaissez-vous le groupe Lyot ? Où habite le groupe Lyot ?» Eh bien, le patron du groupe Lyot est ici et il travaille avec notre ami Christophe Negelen qui m'a prié de l'excuser et de vous dire son regret de ne pas être ici puisqu'il est avec la ministre des Sports à Doha aujourd'hui puisqu'il paraît qu'il se passe des trucs là-bas. Donc, évidemment, nos autres amis députés sont dans ce groupe, sauf un qui est un peu à côté, c'est Meir Habib, puisque c'est un agent infiltré dans le groupe LR. Mais surtout, ne le répétez pas. N'en parlez pas. C'est notre agent spécial qui est là-bas. Donc, merci Bertrand d'être ici. Et puis, merci à vous tous, mes amis élus, tous mes amis maires des Hauts-de-Seine, évidemment, qui sont ici, tous mes amis du groupe parlementaire au Sénat, et tous les présidents de département, notre ami Richefou, tous les élus, maires, élus locaux, militants qui ont bien voulu se déplacer. Et c'est important d'être présent parce que, je l'ai dit, nous sommes porteurs d'une histoire. Beaucoup de choses ont été dites par les uns, par les autres dans les tables rondes, par Valérie en particulier. Évidemment, merci Valérie pour tes propos, pour ton message d'amitié et ce message si puissant que tu portes pour les territoires et en particulier pour le logement. Effectivement, donc je ne vais pas être très long, je vous rassure, l'heure a déjà passé, on aura l'occasion de beaucoup retravailler sur tout ce qui a été dit. Je voudrais simplement rappeler quelques points particuliers, d'ailleurs, que vous avez lu dans la petite profession de foi qu'on a distribuée dans le cadre de cette élection. Et il y a une élection parce qu'effectivement, il y a eu des événements, et vous les savez, ils sont un peu tristes. Et notre ami Jean-Christophe, qui était le président jusqu'à présent de la formation, a considéré à un moment qu'il n'était plus en situation de présider notre formation politique. Je ne reviens pas sur les raisons qui l'ont conduit à cette conclusion, vous les connaissez tous. Mais il a eu cette prise de responsabilité qui est à son honneur de dire il faut que j'arrête parce que ce qui m'arrive va vous impacter. Et donc, le plus simple, c'est que je me retire et puis que vous élisiez quelqu'un d'autre à ma place. Donc, je veux lui dire merci d'abord. Merci de m'avoir fait confiance, merci d'avoir eu ce geste pour la formation politique qui est la nôtre, puis lui dire toute mon amitié et certainement la vôtre pour tout ce qu'il a fait en faveur de l'UDI. Nous avons tant à faire, tout a été dit ce matin, c'est un chantier qui s'ouvre à nouveau. Après ces élections présidentielles et législatives qui ont laissé un goût amer, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de débat. Et nous avons beaucoup à faire pour reconstruire. Valérie vous l'a dit, Jean-Louis avec encore plus de force. Il y a beaucoup à faire. Alors d'abord pour nous, sur le terrain, parce qu'une formation politique, à la différence d'un groupe de pensée, c'est d'abord des militants, des élus et une action de terrain. Donc il va falloir retrousser les manches et retravailler, redynamiser notre terrain pour rassembler. Parce que tout le monde l'a dit à cette tribune. Aujourd'hui, nous devons ouvrir les portes et les fenêtres et rassembler, rassembler, rassembler. Ceux qui sont loin de nous, ceux qui sont à côté de nous, ceux qui sont différents. Au contraire, c'était Saint-Exupéry qui disait « Loin de me léser, ta différence m'enrichit ». Ceux qui ne pensent pas totalement comme nous, il faut les ramener inlassablement. Il faut rassembler au maximum. Et la première action de rassemblement, c'est sur le terrain qu'on le fait. C'est sur le terrain, avec les sections, les fédérations qui sont les nôtres. Et nous devrons, à partir de là, dynamiser ce terrain avec des éléments de fonctionnement plus modernes. Aujourd'hui, les partis politiques sont obsolètes. Ils sont obsolètes, on l'a vu, on a cité la période de la Covid. Il y a beaucoup plus de followers que de militants et beaucoup plus de boucles WhatsApp que de réunions de section. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que les gens, au lieu de se déplacer,
ils préfèrent faire des visioconférences. Hein, et pendant qu'ils se lavent les dents, ils écoutent, ils coupent la caméra, et puis ça roule ma poule. Voilà. J'ai d'ailleurs assisté à des choses formidables. Les premières visioconférences qu'on faisait au moment de la Covid avec le Premier ministre, on voyait des gars improbables qui étaient en pull, des créatures qui passaient derrière, un chat, la bouteille qui tombait. C'était le début. Et comme les types ne savaient pas encore totalement appuyer sur les bons boutons, on les entendait s'engueuler. « Merde alors, qu'est-ce que t'as foutu ?»« Ah pardon !» Et donc, Édouard Philippe était là en disant « Qu'est-ce qui se passe ?» Et vous voyez, M. Mélenchon en t-shirt et chez lui. C'est comme ça. Bon, c'est la vie. Mais maintenant, tout le monde s'est approprié ce dispositif, y compris moi, c'est vous dire. Donc, c'est vrai que les partis politiques sont obsolètes dans leur fonctionnement. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux, c'est un autre type de communication. Donc, un certain nombre d'amis, mon ami Laurent Vastel, m'ont passé des propositions pour qu'on travaille et qu'on fasse en sorte qu'il y ait davantage d'interaction entre ce terrain, parce que, on l'a dit, il y a une ressource humaine formidable parmi vous. On représente toutes les couches de la population. Il y a des médecins, des directeurs financiers, des sportifs, des chômeurs, mais tout le monde a une expérience, tout le monde a fait quelque chose, tout le monde peut apporter sa contribution. Et quand on travaille des textes, au Parlement, dans les départements, dans les régions, il faut qu'on sache ce que font les uns les autres, qu'on le mette en évidence, qu'on le fasse vivre et qu'on puisse échanger. Alors, il va falloir changer les statuts pour les simplifier, parce que c'est toujours pareil, les statuts, tout le monde s'en fout, sauf quand on en a besoin. Là, on les lit et on se dit, merde, c'est pas possible. Là, pour pouvoir se tenir ce congrès, on a été obligé de tordre un peu les règlements intérieurs, sinon il nous fallait 5 ou 6 mois pour faire un congrès. Parce que les statuts, ils datent de la glorieuse époque où il y avait les centristes, les radicaux, etc. Il fallait doser, il fallait faire des trucs infernaux. Donc, aujourd'hui, c'est un peu plus simple. Bon, il va falloir simplifier tout ça, et puis pouvoir faire, par exemple, mais de façon officielle, des structures régionales. Des structures régionales. Parce qu'on en a besoin. Aujourd'hui, il y a une régionalisation de la vie politique. Vous le savez comme moi. Comme le national est incertain, les gens, ils ont tendance à se regrouper régionalement. Alors, dans les Hauts-de-France, ils disent, bon, Valérie, nous, on travaille, mais on est à la région, il faut qu'on fasse avec Xavier Bertrand. Puis on a d'autres qui sont plus joyeux, parce que c'est muselier, alors ils disent, bon, alors on est à l'UDI, mais bon, si ça ne te gêne pas, on a adhéré à son mouvement. Non, parce qu'il y a des subventions à la région, quand même. Bon, oui, ouais, à l'essentiel quand même. Donc, on travaille avec tout le monde. Et il faut tenir compte de cette situation. Donc, il vaut mieux qu'on ait des structures régionales, qu'on crée des blogs d'interaction pour que chacun puisse réunir instantanément sur ce qu'il y a à faire. Et puis, qu'on puisse relancer l'action de terrain parce qu'elle est indispensable. Il faut relayer les choses. C'est la différence avec un think tank. Un think tank, on pense, on dit des choses, on s'en fout parce que c'est uniquement de la pensée, c'est de l'écriture. C'est important, mais ça n'a pas de portée pratique. Un élu, lui, il doit rendre compte. Il doit être candidat aux élections et il faut rendre compte. Donc c'est extrêmement important et nous ferons des propositions. N'hésitez pas à nous faire connaître les vôtres. Et donc, il va falloir d'arrache-pied retravailler ce terrain et profiter de cette année, pour une fois, sans élection, enfin j'espère, parce qu'on a un peu de temps devant nous. Et puis ensuite, tout le monde l'a dit, à cette tribune, il y a un formidable travail à faire sur les idées, sur le projet. Toutes les idées, vous savez comme moi, à chaque fois qu'on fait des réunions, on dit, vous savez, il va falloir défendre nos valeurs. Et en toi-même, tu te dis à quoi il fait allusion. Et si tu rattrapes le gars et que tu lui dis « c'est quoi les valeurs ?», le type, il dit « tu sais bien ». Et en général, chez les centristes, avant de partir, en mettant son manteau, on dit « on fait comme on a dit ». Bon. Et quand on est rentré chez soi, on se dit, mais je ne vais pas poser de questions parce qu'il va penser que je suis un peu de soin. Et bon.
Donc, il faut quand même redéfinir tout ça. Il faut quand même redéfinir tout ça, parce que ce qu'a décrit Jean-Louis dans son fascicule, qui est un petit peu notre bible de réflexion, je veux dire, il faut le retravailler. Le monde change très très vite. Le monde est devenu numérique, il change très très vite. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas celui d'il y a 4 mois. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas celui d'il y a 4 mois, ce n'est pas celui d'il y a 1 an, c'est encore moins celui d'il y a 10 ans. Et donc, il faut faire évoluer ces réflexions-là. Et nous, il va falloir redire ce que ça veut dire être centriste. Être centriste, c'est d'abord être démocrate. L'idée de république dont parlait Jean-Louis il y a déjà 10 ans, là-bas à la Mutualité, où beaucoup d'entre nous étaient, on a l'impression, on dit bah oui, bien sûr, on est démocrate. Bah, on vit en démocratie. Je trouve ça normal. Il y a la moitié des gens qui votent plus. Il y a la moitié des gens qui votent plus. Louis Giscard, tout à l'heure, je ne sais pas s'il est encore là, Louis. Ah là, il est là. Louis Giscard parlait du vote par correspondance. Bon, il faut faire des choses comme ça, mais je pense que ça ne suffit pas, parce que les gens qui ne votent pas, c'est pas forcément, on en a parlé ensemble, parce que ce sont les moyens qui manquent, le vote électronique. Les Français de l'étranger, ils ont le vote électronique. Il n'y en a que 10% qui votent. Le gars, il est à Oulan-Bator, bon, il a l'ordinateur, il pourrait appuyer dessus. Ben non, il ne fait pas. Donc ça ne suffit pas. Ça veut dire que si les gens ne votent pas, c'est parce qu'ils pensent que ça ne sert à rien. C'est à nous de redonner du sens au vote et de dire que si vous désignez des gens pour vous représenter, où que ce soit, et en particulier au Parlement, c'est pour que ça change et qu'ils fassent ce qu'ils vous disent. Mais à force de raconter des salades, ben les gens, ils ne nous croient plus. Ils ne nous croient plus. Et ils disent, non, mais, il nous dit ça pour nous faire plaisir, puis une fois qu'on aura voté pour lui et qu'on aura été élu, il fera que ce qu'il veut, ou que la situation imposera. Eh bien, c'est à nous de dire aux électeurs et de leur faire sentir qu'il y a un nouveau contrat de confiance et qu'ils peuvent voter pour nous parce que ce qu'on leur dit, on le fera. Et donc cette démocratie, elle a besoin d'être rénovée. Elle a besoin d'être rénovée pour toutes sortes de choses. D'abord, est-ce que le quinquennat a montré qu'il était utile? Est-ce que ça va mieux depuis qu'il y a un quinquennat? Ben, les gars, vous avez raison, ils sont à peine élus, ceux qui ont perdu disent « Ah non, non, mais c'est pas du jeu, on va se refaire ». Ils n'attendent pas 1 jour, 2 jours. Ils annoncent leur candidature quasiment le surlendemain. Et pendant 5 ans, rebelote, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc il y a l'idée de quinquennat. Est-ce qu'il faut que les élections législatives aient lieu en même temps que l'élection présidentielle, comme c'est le cas maintenant? Ben, il va falloir poser la question. Il va falloir dire, est-ce que la démocratie française a besoin de cet équilibre-là? Est-ce que le scrutin majoritaire reste le bon scrutin pour faire émerger les sensibilités de l'opinion en France? C'est la question qu'on peut se poser, mais il faudra qu'on y réponde. Est-ce que les régions sont à la bonne dimension? Est-ce qu'il faut réfléchir? C'est les socialistes qui les avaient dessinés sur un coin de table, et pour des raisons qui étaient plus socialistes que tenant compte de l'intérêt général. Et donc, toutes ces questions-là, il faut qu'on se les pose. Est-ce que le cumul des mandats, la fin du cumul des mandats, de ce qu'on a appelé le cumul des mandats, a été une bonne chose? Ben oui, moi aussi. J'ai d'ailleurs déposé une proposition de loi. Elle est toujours d'actualité. On voit ce que ça donne. Vous avez maintenant des députés hors sol. Ils vous parlent de la corrida, ça a été dit, du barbecue, voilà. Pourquoi pas? On peut parler de tout comme ça. Hein, et donc, on voit bien qu'il y a des sujets qui touchent à la démocratie française. C'était le titre d'un livre d'ailleurs de Valéry Giscard d'Estaing, La démocratie française, et on a besoin de refonder ces idées-là. Être centriste, c'est aussi être détenteur d'une vision sociale de la société. Ça a été dit, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit en particulier Valéry tout à l'heure. Il y a 2 grands absents aujourd'hui dans le budget. Elle en a parlé, c'est la dépendance et le logement. Le logement, c'est très important dans le budget des familles. C'est très, très important. On ne parle plus de logement, il n'y a plus de logement. Si, on sait simplement qu'il va y avoir 700 000 logements qui vont sortir à terme du domaine locatif parce qu'on a créé des normes, une usine à gaz avec des catégories F, G, E, et on va demander aux gens d'investir pour changer les fenêtres, ceci, cela.
Et donc tout ça va être extrêmement compliqué, ça va retirer 700 000 logements du domaine locatif à un moment où on ne construit plus de logements. Et donc il y a un vrai sujet concernant le logement. On a un autre sujet concernant la dépendance. Valérie a déposé d'ailleurs un texte à ce sujet pour créer une corrélation entre les successions, puisqu'on est dans un pays qui vieillit, et donc malheureusement il va y avoir davantage de mortalité, et puis des successions, et donc taxation sur les successions qui peut alimenter, si c'est fléché, la dépendance. Il va falloir travailler parce qu'on ne pourra pas laisser les gens démunis chez eux ou dans des structures infernales, où soit on paye trop cher, soit on ne s'occupe pas de vous. Et donc tous ces sujets-là sont extrêmement importants. Et nous sommes porteurs de cette dimension sociale, de cette vision sociale. Souvent, et on l'a vu dans les différents budgets, je parle sous le contrôle de mes nombreux collègues qui sont ici présents, au mois de juillet, sur le projet de loi de finances rectificatif, nous avons défendu l'idée d'une taxation, contribution exceptionnelle des profits exceptionnels. Ça paraît aller de soi. On fait des bons pour que les gens y mangent, pour qu'ils se chauffent. Pendant ce temps-là, il y a quelques sociétés qui, pas parce qu'elles ont des coûts de production différents, gagnent des milliards et des milliards et des milliards. La fiscalité, c'est l'affaire de l'État. Donc quand on dépense beaucoup parce qu'il y a une situation particulière, il est normal de demander à certains de contribuer. Il n'y a rien d'anormal à ça. On nous a dit non, il ne faut pas... on a une image, on fait beaucoup trop d'impôts en France, donc il faut laisser faire les entreprises. On va faire confiance aux entreprises. On a vu ce que ça donnait. Pour augmenter le pouvoir d'achat, ils l'ont augmenté, mais seulement du directeur. Hein? Ah bah oui, faut quand même pas déconner. Donc, chez Total, on a commencé par donner 50% à M. Pouyanné, quand même, parce qu'il faut ce qu'il faut. M. Tavares, qui avait bien travaillé chez Stellantis, il a dit j'ai le droit à une petite prime. Hein. On a dit bravo, vous avez bien travaillé. Et vous voyez combien la petite prime ? 5 millions, 10 millions, ce qui est déjà quand même pas mal. Hein. 66 millions. Même l'Assemblée des actionnaires, qui n'est pas farouche, hein, a dit c'est un peu excessif. Il a dit c'est pas grave. De toute façon, on est installé avec l'aide de l'État, qui est actionnaire, à Amsterdam, donc je prends le TGV, je prends le chèque là-bas, je reviendrai vous voir. On prendra un petit peu de mousseux et des palmitos. Bon. Non mais... il vaut mieux en rigoler parce que c'est tellement triste. Je veux dire, on a des énergéticiens qui ont fait des profits exceptionnels parce qu'il y a un contexte que vous connaissez avec la guerre en Ukraine. On ne peut pas laisser faire des choses comme ça. Et puis, il fallait augmenter le RSA. Alors, nos voisins de LR ont dit « Ah non, la valeur travail, il faut la défendre. » On a dit « Le RSA, c'est quand même pas les actionnaires de chez Total. Hein, c'est 800 € par mois. Voilà. » Ah oui, mais la valeur travail. Nous, on a défendu l'augmentation du RSA et évidemment, on a fait passer l'augmentation du RSA. Ces sujets-là, parce que ce qu'il y a aujourd'hui de commun entre la majorité relative et singulièrement Bercy et nos voisins républicains, c'est qu'ils ont une vision très libérale de la société. Ils parlent de l'entreprise à tout bout de champ. Mais nous aussi, on est pour l'entreprise. Nous, on est contents quand les entreprises marchent bien. Mais quand les entreprises marchent bien, elles doivent aussi payer leur juste tribut à la société. Et quand elles vont mal, d'ailleurs, on les défend. Souvenez-vous, en 2008, quand les banques allaient mal, à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, on a aidé les banques. Normal. On a aidé les entreprises pendant la Covid. Et bien, quand les entreprises vont bien, il faut bien qu'elles renvoient l'ascenseur. Donc, nous sommes détenteurs de ces valeurs sociales, et plus que jamais, il faut qu'on les défende, même sur le plan de l'écologie. Et si quelqu'un a été innovant dans cette matière, c'est Jean-Louis, avec le Grenelle de l'environnement. Quand aujourd'hui, on voit ce qui se passe, et je vois ici plusieurs amis du Conseil régional, les ZFE, zone de faible émission. Pour l'instant, ça ne dit rien à personne. Mais quand on va mettre ça en place, c'est-à-dire dans pas longtemps, et qu'on va aller expliquer au papy qu'il y a une Clio rutilante qui fait 1000 bornes, mais qui a 15 ans, il la sort juste le dimanche pour aller au cimetière voir les copains.
On va lui dire, dis donc Robert, ta Clio. Il va dire, bah, elle marche bien. À 10 ans, mais avec 1000 km. Il va dire, non, ça va pas du tout. Hein. Tu peux pas rentrer dans Paris avec ta voiture. Ah bon? Non, il faut que tu achètes une Porsche Cayenne électrique. Ah bon? Ah, il va dire... Il va dire, c'est quoi? Il va dire, tu verras, tu pourras mettre le chien à l'arrière, il y a de la place. Et l'État a prévu de te donner 1500 € pour t'aider à l'acheter. Typique. Il n'est pas sorti de l'auberge. De la même façon, tous les artisans que vous connaissez, à Sceaux, Philippe, ou à Vanves, cher Bernard, et qui ont des vieilles Kangoo, alors là, qui ont 200 000 bornes, avec du matériel à l'arrière, quand on va leur dire « non, non, vous passez plus », qui leur a expliqué ça? Qui leur a dit comment on allait faire? Comment socialement on va faire ça? Ça ne va pas le faire. Souvenez-vous des bonnets rouges. Souvenez-vous des gilets jaunes. On sait très bien. Pourquoi la société devient violente? Parce qu'il y a des groupes qui ont compris que ça ne servait à rien de discuter ou d'aller devant les tribunaux. Vous voyez Notre-Dame-des-Landes. Écoutez, on ne va pas perdre de temps. Ah oui, mais vous pouvez contester. Non, 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 non. On va commencer par vous rentrer dedans. Ah bon? Et donc, en Corse, ça a été pareil. Quand M. Colonna, malheureusement, est décédé en prison, les jeunes Corses à Bastia, ils ont pris le fusil, ils ont commencé à tirer sur les CRS. Tirer. Le ministre de l'Intérieur s'est pointé en disant « on arrête tout. D'ailleurs, on va faire l'autonomie. » On dit « ah bon, d'accord. » Bon, ils ont rangé les fusils. Mais pourquoi? Parce que la société devient violente, car la société a compris qu'il ne fallait pas discuter. Il y a des groupes, quand ils vont devant le tribunal, quand on fait des référendums, comme à Notre-Dame-des-Landes, ils ont dit, mais le droit bourgeois, ça me rappelle 68, vous savez, le droit bourgeois, je m'assieds dessus. Voilà, on va à l'essentiel. On dit, attendez, ou vous faites ce qu'on vous demande, ou on casse tout. Et comme le pouvoir est faible, il dit, on casse rien, on va vous donner raison. Voilà. Et donc, il faut sortir de cette logique. Il faut absolument sortir de cette logique et rentrer dans des discussions, notamment sur toute la partie écologique, sinon on ne s'en sortira pas. C'est indispensable, Jean-Louis l'a dit. Il faut un plan Maus costaud. Mais en même temps, il faut de la concertation, du dialogue, il faut de la démocratie et faire comprendre pourquoi c'est indispensable. Pourquoi c'est indispensable? Parce que sinon, on n'en sortira pas. Dès qu'on fera quelque chose, souvenez-vous de la TVA sociale, aux frontières. Si on n'explique pas, on va se planter. Et donc, il faut mettre beaucoup de démocratie dans ce qu'on va faire. Et puis l'Europe, parce que l'ADN du centre et des centristes, c'est l'Europe. Être centriste, c'est être européen. Là aussi, il faut ouvrir. Le meilleur exemple, j'allais dire, c'est le contre-exemple. Aujourd'hui, les Anglais, ils n'ont jamais été aussi pauvres depuis la fin de la dernière guerre. Ils ont perdu 4 points de PIB. Il y a 4 ans, l'économie anglaise, c'était 90% de l'économie allemande. Aujourd'hui, c'est 70% de l'économie allemande. Voilà. Ils sont sortis de l'espace européen. Ils exportent de moins en moins parce qu'une grande partie de leur exportation, c'était l'espace européen. Leur monnaie s'est cassée la figure parce que les grandes entreprises internationales ne voient plus l'intérêt d'aller à la City et de se couper de la communauté européenne. C'est exactement le contre-exemple qui montre qu'il ne faut pas sortir de cet espace européen et nous avons besoin de l'Europe pour tout un tas de trucs. L'Europe est en panne. L'immigration, sujet dont on va parler prochainement au Parlement. Comme disait Hollande, j'en entends qui disent déjà, dès maintenant, le texte n'est pas encore arrivé. Ah non, non, on ne discute pas. Bon, on ne discute pas. Il va bien falloir en parler. Mais l'essentiel de ce qu'on peut faire en matière d'immigration, c'est au plan européen. Il y a un pacte d'immigration et d'asile qui a été lancé en 2020. Il est en panne. En attendant, on a lancé un dispositif qui s'appelle le dispositif de solidarité active. Tu parles d'un bonheur. Il n'y a que 13 pays sur 27 qui l'ont ratifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les gens arrivent, ils arrivent par le sud, l'Espagne, la France, l'Italie. L'idée, c'est de dire on répartit. Bon, vous en connaissez beaucoup, vous, qui veulent prendre ceux qui arrivent chez nous? Ça ne court pas les rues. Donc, évidemment, on a inventé un truc meilleur encore, c'est la dublinisation.
Dublinisation, c'est les accords de Dublin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous attrapez quelqu'un sur le territoire de l'Europe, et en particulier chez nous en France, vous le ramenez dans le pays où il est arrivé. C'est comme ça qu'on en ramène un maximum en Italie, et c'est comme ça que vous avez Madame Meloni. Parce que, ou en Suède, on constate 20% de population étrangère, résultat, un gouvernement populiste d'extrême droite. Si nous n'agissons pas sur ces sujets-là en pleine conscience, avec pragmatisme, eh bien, nous nous préparons des lendemains très durs, très très durs, que d'autres pays connaissent déjà. C'est la raison pour laquelle j'ai répondu immédiatement sur le sujet de l'immigration. Nous avons rencontré avec certains collègues le ministre de l'Intérieur. On va travailler le texte. On ne va pas dire non par principe, on va commencer par réfléchir, pragmatiquement travailler et voir ce qu'on peut accepter. Parce que c'est indispensable pour avancer. On ne fera pas tout d'un coup, ça va être par petites touches. Il y a un travail immense à faire dans ce domaine. On l'a vu également pour la santé, souvenez-vous, avec la Covid. Pourtant, ça n'est pas une compétence européenne, mais la première chose qu'on a fait, c'est de travailler au plan européen pour répartir les vaccins et pour faire en sorte, évidemment, que les uns ou les autres n'essaient pas de doubler le voisin. Voilà le chantier qui s'ouvre à nous, mes amis. Et puis, je terminerai sur un plan plus politique, parce que l'année qui va s'annoncer va être une année très compliquée, très difficile, puisque tous les partis, aujourd'hui, connaissent la réélection de leur direction. À gauche, le PS, les Verts. L'enjeu, c'est quoi? On continue à faire la NUPES ou pas? C'est important. Et puis, sur la partie droite et centre, nous avons réélu un président. Merci. Un Raïs. Et ça va me rester, ce machin-là. Et chez LR, ça va avoir des conséquences. Ça va avoir des conséquences. Parce que quelle sera la ligne qui va être adoptée par nos voisins? Chaque fois, on m'interroge, on me dit « Mais alors, vous vous distanciez des Républicains ?» On ne se distancie pas des Républicains. C'est eux qui bougent. C'est eux qui bougent. Ils ont fait un concours pour savoir quelle droite il fallait à la tête de leur parti. Est-ce qu'il fallait une droite à la niçoise, une droite à la vendéenne, ou une droite façon Occitanie? C'est leur choix. Moi, c'est pour ça que je me suis interdit de porter des appréciations. C'est eux qui votent, c'est à eux de choisir, c'est à eux de décider. Mais les conséquences, c'est pour tout le monde. Les conséquences, c'est pour tout le monde. Parce que d'abord, moi, je ne leur reproche pas d'être de droite, mais qu'ils ne nous reprochent pas d'être au centre. Chacun chez soi. Et donc, eux, ils vont prendre des dispositions et nous attendrons de savoir quelle est leur ligne politique. Parce qu'au-delà des hommes, il y a la ligne politique. D'abord, en interne, chez eux, comment ça va se passer. Ensuite, vis-à-vis des partenaires, quel va être leur point de vue. Parce que ce n'est pas nouveau qu'ils ne parlent que de la droite. Il y avait une époque, ils parlaient de la droite et du centre. Ça faisait sens. Et on a tous été dans des coalitions locales, départementales, régionales, de la droite et du centre. Aujourd'hui, ils ne parlent que de la droite. C'est la droite qui parle à la droite. Bon, mais la droite qui parle à la droite, si elle va trop à droite, on sait ce que ça donne. Jetez un petit coup d'œil derrière les Alpes. Bon. Donc nous, on va regarder ce qu'ils racontent, on va écouter la ligne politique qui sera la leur, et puis on prendra nos responsabilités et nos décisions, le moment venu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, aujourd'hui, c'est ce que j'ai écrit dans la presse ces derniers jours, c'est que nous sommes responsables, comme l'a dit Valérie tout à l'heure, et indépendants. Responsable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est prêt à travailler sur les textes nécessaires pour le pays, de faire les majorités, les coalitions, qui sont indispensables pour faire avancer les sujets, parce que nous pensons qu'ils sont nécessaires, qu'ils sont opportuns pour les Français, pour les Françaises, et puis pour notre pays, qui est dans une situation difficile. Mais en même temps, on est indépendant, on ne nous fera pas faire ce qu'on ne veut pas, et on n'ira pas là où on ne veut pas. Et ça, nous tiendrons cette ligne. Et nous avons besoin, pour tenir cette ligne, d'être unis, d'être forts, et de pouvoir
travailler cette indépendance. Nous sommes indépendants. Nous sommes indépendants financièrement, nous sommes indépendants intellectuellement, nous sommes indépendants dans nos choix. Nous avons toutes les raisons du monde de rester indépendants et d'agir en fonction de l'intérêt général et de l'intérêt du pays. C'est ce qui nous guidera dans les semaines et les mois qui viennent. Et la première chose que nous aurons à faire d'ailleurs dès le mois de janvier, ça sera de travailler sur les retraites. Parce que les retraites, c'est très compliqué. Il ne suffit pas de faire une mesure d'âge. Les Français, ils n'en veulent pas de la mesure d'âge. Si on passe en force sur la mesure d'âge, ça n'ira pas et ça ira mal. Ça n'ira pas et ça ira mal. Donc il faut travailler. Il y a différents curseurs. Nous, au Sénat, on avait voté les 64 ans, mais avec l'accélération du Touraine et en tenant compte des carrières longues et de la pénibilité. Il faut réfléchir à tout ça. Nous, centristes, nous avions développé au moment des élections européennes un sujet qu'il faut qu'on continue d'approfondir, c'est de se dire, ma foi, il y a la mesure d'âge, mais on est toujours aux 35 heures. Est-ce qu'on ne peut pas débloquer un peu les 35 heures? Si on travaillait une demi-heure de plus par semaine, peut-être que ça permettrait de ne pas toucher à la mesure d'âge. On a fait les calculs, ça ramène beaucoup d'argent, et travailler une demi-heure de plus par semaine, ou un peu plus, surtout qu'on n'a pas de main-d'œuvre. Bon, je pense que ce sont des sujets qui se travaillent. Et puis après le mois de janvier, eh ben, on va rentrer, il y a une émission célèbre qui s'appelle Voyage en terre inconnue. Alors là, pour le coup, Jean-Louis parlait de lampe torche tout à l'heure. Passe devant avec la lanterne, je te suis avec la lampe, avec le fusil. Ouais. Là, ça va être le cas parce qu'il n'y a plus de 49.3 après. Hein. Il reste un 49.3. C'est comme au poker, vous avez le joker là. Si vous le mettez sur l'immigration, vous le mettez sur autre chose. Après, il n'y a plus rien. Comment ça marche? Joker. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc nous serons là. Nous serons présents. Nous avons affirmé notre présence tout au long de ces années. Nous sommes reconnus, nous sommes identifiés. C'est à nous de raisonner et nous serons utiles. Nous ferons en sorte d'être utiles à nos concitoyens, utiles au pays, utiles à l'Europe. C'est à ça que nous servons. Parce que si on nous dit à quoi vous servez, c'est à ça que nous servons. Et donc, le terrain, l'unité, le rassemblement, les idées à refonder, et puis être indépendants et unis. Voilà la feuille de route que je vous assigne, que je nous assigne. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents ce matin, studieux, attentifs, impliqués. Nous avons besoin de tout le monde. Et donc, bonne fin d'année, bon courage et à très vite. Ah bon? Oui,